Bonjour à tous, bienvenue pour ce moment de musique dans lequel nous allons évoquer ce qu'il s'est passé après la période romantique, c'est-à-dire l'arrivée sur le XXe siècle. Je voulais vous présenter la pianiste Coralie Carpus qui va nous accompagner pendant cette heure musicale. Et je voudrais justement qu'on commence tout de suite en musique par deux courtes pièces pour piano, et on en parle tout de suite après. Voilà ces deux pièces. Ce sont deux extraits de pièces. La première est de Tchaïkovski, la deuxième est d'Arnold Schönberg, compositeur autrichien. Et il s'est passé à peu près 35 ans entre ces deux œuvres. La première a été composée dans les années 1875, la deuxième à peu près en 1910. Mais ce laps de temps, finalement, va refléter assez bien cette époque et ce qui s'est passé dans cette époque. Entre 1880 et 1920, eh bien, en Europe, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'effervescence, et tout se désagrège et tout se reconstruit en même temps, sans faire table rase du passé, mais la musique va participer à tous les mouvements qui empruntent des voies nouvelles, pour remettre en question l'héritage du romantisme. Le romantisme, c'est cette période qui a commencé au début du XIXe siècle, avec Beethoven, avec Schubert, et qui a continué avec ce qu'on a appelé la génération romantique, c'est-à-dire Mendelssohn, Chopin, Schumann, Liszt, et qui a été continué par Brahms, qui a duré presque tout le XIXe siècle. Et pendant ce temps-là, il a beaucoup été question d'exaltation du moi, d'un ascendant des sentiments sur la raison. On a exprimé sa passion amoureuse, on a exprimé ses interrogations de l'être, les interrogations des compositeurs eux-mêmes, avec une musique libre, une musique assez riche, une musique souvent tourmentée, bouleversante, parfois lumineuse. Et comme toujours, eh bien, c'est l'évolution de la société qui va faire changer les arts et qui va faire évoluer la musique. On est à la fin du XIXe siècle, au début du XXe, et nous voilà en Europe, en 1900, ici à Vienne, ça pourrait être Paris ou Berlin, mais ça reflète ce qui se passe dans l'Europe, l'Europe qui se dégage de son ancienne peau, et pour devenir quelque chose de nouveau, de plus complexe, de bien plus dangereux. Et on comprendra pourquoi quelques années après, parce que bien plus militarisé, une époque où les anciennes structures des empires et où l'ordre social vont se désagréger, et la musique va être l'expression
de ce changement. Comme toujours, le déclin a une odeur un peu douceâtre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour nous, il est assez facile de comprendre que le déclin de cette société européenne un peu vieillissante était bien avancé. Mais pour ceux qui y vivaient, c'était peut-être moins évident. Et il est difficile également d'imaginer à quel point l'effervescence d'idées intellectuelles et artistiques pouvait être à cette époque-là dans l'Europe et effectivement particulièrement à Vienne. Chose étrange, plus la société était conservatrice et plus les artistes s'exprimaient, plus il y avait de nouvelles idées. C'est à Vienne, par exemple, qui est vraiment le reflet de ces changements, que Gustav Klimt prend le commandement, je pourrais dire, de la sécession viennoise, qui est un groupe qui va affirmer une indépendance par rapport aux arts décoratifs traditionnels. Ça, c'est pour la peinture. Pour la littérature, eh bien, on a dans les cafés certains écrivains talentueux comme Schnitzler, Hofmannsthal, Zweig, Altenberg, qui vont écrire ensemble des histoires aigres-douces sur le côté immoral et la superficialité de cette société. Et puis, c'est aussi à Vienne que Freud s'interroge sur les nouveaux concepts de la personnalité, sur l'inconscient, sur les pulsions sexuelles. De tout ça, évidemment, va naître une nouvelle société et surtout une société qui va engendrer une nouvelle façon de penser et une nouvelle façon de penser l'art. Et dans la musique, eh bien, on va avoir également un changement qui va accompagner ce changement de société. Alors, comme toujours, ça ne se fait pas d'un seul coup, et les acteurs sont multiples. C'est-à-dire qu'on a des acteurs au niveau de la musique qui sont que l'on pourrait appeler les conservateurs, ceux qui sont encore extrêmement ancrés dans le XIXe siècle et dans le romantisme. C'est le cas de Jules Massenet, compositeur français, par exemple, qui écrit des opéras. C'est le cas de Saint-Saëns, Camille Saint-Saëns, qui va passer le siècle tout en étant très, très académique, très conservateur. Brahms également, à qui on a souvent reproché son conservatisme. Bruckner également en Autriche et Tchaïkovski en Russie. Et puis, il y a ce qu'on pourrait appeler les passeurs, c'est-à-dire ceux qui, tout en étant relativement ancrés dans le XIXe siècle romantique, vont finalement s'intéresser de près à ces changements. C'est le cas de Gabriel Fauré, qui va mourir en 1924 et qui va accompagner tout ce changement et qui va même faire évoluer assez sérieusement son langage. Quelqu'un comme Richard Strauss en Allemagne, qui lui est relativement moderne dans sa façon de concevoir la musique, enfin de l'exprimer, mais qui dans sa conception reste très attaché au passé. Ou plutôt l'inverse, Gustav Mahler, qui lui est assez profondément nostalgique du passé, mais qui regarde l'avenir avec beaucoup d'attention. C'est ce que l'on a appelé un peu les post-romantiques. Qu'est-ce qui va se passer avec ces compositeurs? Ils vont un petit peu contribuer à brûler les derniers feux du romantisme. Ils vont porter un peu à l'extrême les concepts du romantisme, la nostalgie, le souvenir, la nature, les formes aussi, les formes utilisées à cette époque-là, la symphonie. Alors parlons de Mahler, il écrit 9 symphonies dans lesquelles il y a beaucoup de réminiscences du passé, mais aussi une façon de porter vers l'avenir, un peu comme s'il nous disait, ben voilà, on est arrivé au maximum de ce qu'on a fait. Le romantisme a écrit des symphonies et des musiques dans lesquelles ils ont beaucoup développé. Alors il va aller encore plus loin, il écrit des symphonies qui durent des fois plus d'1 heure et demie, et dans des effectifs absolument colossaux. Voici ici la 8e symphonie qu'il compose en 1907, appelée également Symphonie des 1000, parce qu'il faut quasiment 1000 exécutants pour la jouer. On a ici des fanfares qui sont disséminées un peu partout, vous voyez, c'est gigantesque. Elle dure plus d'1 heure et demie.
On est allé au bout du gigantisme, de la force d'expression, et une nouvelle musique va faire place à cette musique. Avant de vous parler de cette nouvelle musique, on pourrait dire un dernier adieu au romantisme avec une pièce éminemment romantique, telle que ces compositeurs ont su en écrire. C'est une pièce de Brahms. C'est un intermezzo qu'il écrit à la fin de sa vie, en 1892, et la date est importante. C'est une pièce pour piano qui est l'expression d'un être authentiquement romantique qui s'interroge sur l'âme humaine, sur la personne. Et cet intermezzo en si bémol de Brahms, je vous propose de l'écouter maintenant.
Voilà cette pièce de Brahms qu'il écrit donc en 1892. Alors, les changements de la société, comme je vous l'ai dit, vont induire les changements dans la conception même de l'art. Maintenant, à partir de ce moment, la musique ne va plus être le reflet de l'état d'âme du compositeur, on va abandonner le mode narratif, on va explorer avec des images évocatrices, des paraboles, des métaphores, le domaine de l'imaginaire et le domaine du rêve. Il va y avoir, puisque tout à l'heure on a parlé des compositeurs qui avaient été plutôt conservateurs ou qui avaient été plutôt des passeurs, il va quand même y avoir des leaders dans la modernité. Ces leaders dans la modernité, il y en a 4 très importants, bien sûr il y en a d'autres. C'est en France, Claude Debussy, en Autriche, Arnold Schönberg, Igor Stravinsky pour la Russie, et en Europe centrale, on pourrait dire en Hongrie, mais c'est compliqué, l'Europe centrale à cette époque. Pour les frontières, c'est tantôt hongrois, tantôt roumain. En tout cas, Béla Bartók, qui était bien hongrois. Et surtout, suivant les pays, eh bien, ces compositeurs vont accompagner le changement et cette nouvelle musique par des courants esthétiques différents qui sont très directement le témoignage de la société dans laquelle ils ont évolué. En musique, comme dans tous les arts, c'est toujours très difficile d'essayer de trouver un point de départ sur un changement esthétique. On sait que les choses se font progressivement et se croisent les novateurs avec les conservateurs. Pourtant, on pourrait imaginer qu'il y a un point de départ de la musique moderne. C'est en France, et ce point de départ, c'est avec Claude Debussy, et c'est une date assez précise, c'est 1894. Soit 2 ans après l'œuvre de Brahms que vous venez d'écouter. Et cette pièce, eh bien, c'est une pièce écrite pour orchestre. C'est une pièce qui a une forme assez nouvelle, qui a un langage complètement nouveau, qui est une pièce qui est à l'origine écrite pour un ballet et qui a pour argument, en tout cas pour inspiration, un poème de Stéphane Mallarmé. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Voilà ce prélude à l'après-midi d'un faune sur un poème de Stéphane Mallarmé. Et qu'est-ce qu'il y a de si nouveau dans cette musique? Ce qu'il y a de très nouveau, c'est que Debussy va changer de langage pour s'exprimer. Dans l'époque romantique, les techniques de composition ont été assez peu modifiées depuis qu'elles ont été mises en place au début du baroque, c'est-à-dire au début du XVIIe siècle.
Les formes restent relativement conventionnelles, et sur le plan de l'harmonie et de la façon d'écrire de la musique, ça a évolué, mais on est resté un peu dans le même schéma. Il va y avoir là un élargissement du langage musical et qui va permettre de conquérir de nouveaux territoires et une énorme remise en cause du langage. Quelle est cette remise en cause? On va s'éloigner de ce que l'on appelle le système tonal qui a été inventé au début de l'ère baroque et qui fonctionne selon un principe qui veut que dans l'harmonie, les accords servent à structurer le discours musical, à construire des phrases comme on en construit en écrivant, et avec des accords qui servent de ponctuation. Si on reprend une phrase de Mozart, vous allez voir qu'il y a beaucoup de symétrie. On rejoue. On rejoue. Ici, il y a une suspension, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'arrêter là. On va dire qu'il y a une virgule, et ça reprend. Et ici, vous avez l'impression d'être un peu rentré à la maison, quand même. Ce principe d'écriture de la musique, il va perdurer pendant toute cette période. Bien sûr, les romantiques vont un petit peu le changer. Si on prend Schumann, par exemple, lui aussi expose une phrase en répétant. Et lui aussi a une suspension, virgule, on continue. Ah, ici, on a une deuxième virgule, deuxième point de suspension avant de redémarrer. Et ici, on a un point. C'est exactement le même système. Si on compare à Debussy, vous allez bien comprendre qu'il y a une phrase musicale puisqu'il y a un cycle. Mais au milieu, il va être assez difficile de pouvoir placer nos virgules qu'on avait dans Schumann et dans Mozart. On est bien revenu au début, et la phrase, finalement, est un cycle, mais c'est beaucoup plus évanescent, c'est beaucoup plus libre, c'est beaucoup plus statique aussi. Et on va voir que ça, c'est important. Dans la musique telle qu'elle a été écrite pendant toute la période baroque, classique et romantique, il y a un mouvement dans la phrase. Et ici, ce mouvement est un peu abandonné, parce que ce qui intéresse beaucoup les artistes de l'époque, c'est justement la suspension. Si on reprend ce qui s'est passé tout à l'heure dans le prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy, eh bien la suspension fait que c'est parce que cette œuvre est composée uniquement sur un intervalle. Entre ces deux notes-là, il navigue, il va et il revient. Et c'est ça qui donne cet aspect extrêmement poétique de la musique. Alors, on va en fait chercher à se dégager de cette structure du langage qui ponctue les phrases. C'est considérer qu'un accord, alors qu'avant, un accord était quelque chose qui devait venir servir le discours musical, avoir une fonction, et bien là, on utilise un accord parce qu'il est beau. Et Debussy, si ça lui chante d'enchaîner 10 accords de suite en dépit des règles, parce qu'il trouve ça très beau, eh bien, il le fait.
Autant vous dire qu'il a eu maille à partir avec ses professeurs du conservatoire qui ne comprenaient pas du tout ce qu'il faisait quand on lui disait « Mais pourquoi tu mets cet accord-là » Il leur disait « Est-ce qu'il faut que je donne une pièce d'identité à chaque accord avant de l'écrire ?» C'est la liberté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette liberté? En fait, ça va venir d'un intérêt pour la musique ancienne. Quand je dis la musique ancienne, c'est la musique d'avant l'ère baroque. La musique d'avant le XVIIe siècle, c'est-à-dire la musique du Moyen-Âge et la musique de la Renaissance. Qu'est-ce qui a changé? À cette époque-là, on utilisait des modes, on va revenir là-dessus, des gammes différentes pour composer la musique. Qu'est-ce que c'est qu'un mode? Un mode, c'est une gamme. On va prendre la gamme de Do majeur, tu nous joues une gamme de Do majeur, accord de Do majeur. Si on décide de baisser un petit peu l'intervalle de tierces qu'il y a entre la première et la troisième note, on a une gamme mineure. On est d'accord que le majeur a une couleur plutôt éclairée, plutôt triomphante, et que le mineur est plutôt nostalgique, un peu triste. Le majeur convient très bien pour quelque chose qui doit emmener du monde. Et si on avait écrit la Marseillaise en mineur, finalement, vous ne croyez pas qu'on aurait pu éviter quelques guerres juste en mettant un bémol? Seulement, ces modes, eh bien, il en existe beaucoup plus. Seulement, à l'époque baroque, on a décidé de n'en conserver que deux, le mode majeur et le mode mineur. Alors, comment ça se passe? Je vais demander à Coralie de jouer la première gamme ici, qui est la gamme de Do majeur. Vous voyez que ce qui est entouré indique qu'entre ces deux notes-là, l'intervalle entre les notes est plus petit qu'entre les autres. On a un ton entre les notes, et ici, entre la troisième et la quatrième, et entre la septième et la huitième, on a juste un demi-ton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une échelle, et que quand on compose de la musique, on utilise les notes de cette gamme, et pas d'autres. Cette échelle-là. Si je lui dis de commencer la gamme par Ré, plutôt que par Do, tout en restant sur les touches blanches du piano, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va avoir ici un intervalle de demi-ton qui va être décalé. Tu nous joues la gamme de Ré. Il est ici entre la deuxième et la troisième note, et entre la sixième et la septième, et non plus entre la troisième et la quatrième. Si je lui demande de jouer à partir de Mi, qu'est-ce qui se passe? Cette fois-ci, c'est encore décalé, c'est entre la première et la deuxième, entre la quatrième et la cinquième et la sixième, pardon. Et si on commence sur Fa, encore une fois, le système est décalé. Alors, vous allez me dire, quelle importance? Mais l'importance, c'est qu'à chaque fois, on a un système différent. Et que si on retranscrit tout ça sur Do, et qu'on s'amuse à jouer une petite mélodie en Do majeur, que vous allez peut-être reconnaître. Vous avez reconnu? Mais si maintenant, je lui demande de jouer la même mélodie avec l'échelle du mode de Ré, non plus celui de Do. Et si maintenant, on essaye sur le mode de Mi, qui est encore une autre échelle? Essayons le mode de Fa maintenant pour voir ce que ça change dans la couleur. À chaque mode, on a
une mélodie qui est transformée, une harmonie qui est transformée, ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir deux possibilités comme on en avait à l'époque baroque jusqu'au romantique, eh bien on en a ici 4. Je vous fais grâce des autres modes qui sont un peu compliqués, il y en a beaucoup plus que ça. Il y en a même un autre qu'on n'a pas utilisé. Est-ce que tu peux nous rejouer la gamme de Do majeur, s'il te plaît? On va compter ensemble, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 étant la même que la première. Je vais lui demander de jouer cette gamme-là. Alors, dans cette gamme-là, on s'est dit, plutôt que d'avoir des tons et des demi-tons, on va mettre le même intervalle égal entre toutes les notes et on va avoir que des tons. Du coup, on va perdre une note. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la septième étant la même que la première. Alors, si on joue notre frère Jacques en gamme par ton, et ça fait tout de suite un petit peu penser à Debussy, parce que Debussy a énormément utilisé la gamme par ton dans ses préludes, par exemple. Si je lui demande de rejouer cette gamme qu'il utilise, c'est bien une gamme qui n'a que des tons et aucun demi-ton. Alors on pourrait aussi voir qu'ils ont utilisé une autre gamme encore, c'est la dernière, c'est celle qui ne contient que 5 notes. 5 notes, gamme pentatonique, de grec penta qui veut dire 5. Et que certains compositeurs ont utilisé en faisant une petite mélodie juste avec ça. C'est le cas de Ravel, lorsqu'il écrit l'Aidronette, impératrice des pagodes, dans Ma Merlois. Pour donner le côté chinois, on n'utilise que 5 notes. Alors évidemment, tout ça ne va pas se passer de la même façon dans tous les pays. En France, on va s'intéresser à la musique ancienne, celle d'avant l'ère baroque. En Allemagne et en Autriche, il va se passer quelque chose d'un peu différent. C'est-à-dire qu'on va plutôt continuer quelque chose qui était amorcé depuis longtemps et qui va être un abandon total du système tonal, de notre système qui a permis d'écrire des phrases musicales pour Mozart, Schumann ou Brahms, comme on l'a vu. Pourquoi? Parce que dans la musique allemande et autrichienne, c'est quelque chose qui a une source depuis longtemps. Déjà en 1865, Wagner surprend tout le monde avec son Tristan et Isolde et ses 2 premiers accords de Tristan et Isolde. Et cette impression de suspension et de ne pas savoir quelle est la suite. Les compositeurs vont continuer sur cette voie pour essayer de se démarquer de cette façon de composer. Liszt, déjà en 1885, écrit une petite pièce qu'il intitule « Bagatelle sans tonalité », qui est très étonnante. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette façon de composer, que l'on va appeler la tonalité, L''atonalité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de tonalité. Les musiciens ils vont considérer qu'à l'inverse de la musique tonale, où il y a une hiérarchie dans les notes, il y a des notes qui sont plus importantes que d'autres, et surtout, cela fonctionne selon ce que l'on appelle un pôle d'attraction.
C'est quoi un pôle d'attraction? C'est que dans la musique classique et romantique, vous êtes nécessairement attiré. Si je demande à Coralie de jouer, on le refait, tu t'arrêtes sur le 5e degré. C'est là, vous êtes terriblement attiré vers cet accord-là. J'ai pas raison? Et c'est justement ce dont on veut se libérer. Pourquoi on veut s'en libérer? Parce que on veut une musique qui soit moins prévisible. Si je redemande à Coralie de jouer la même formule, stop, ici vous savez que ce qu'il y a après c'est ça. Vous le savez, ça ne peut pas être autre chose. Vous savez donc déjà un peu la suite. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on ne connaisse pas la suite de la musique. Alors on va essayer de se débarrasser de ça. Ça va permettre plus de liberté, moins de stabilité et surtout une nouvelle conception du temps musical. Schoenberg va inventer un système. Comment il va faire? Eh bien, lui, plutôt que d'utiliser des modes différents, il va partir du principe que pour qu'il n'y ait pas de hiérarchie dans une gamme et que notre cerveau soit habitué à avoir envie d'aller vers tel ou tel autre accord, il faut considérer que toutes les notes de la gamme sont égales. C'est la démocratie en musique, et pour ça, on part d'une gamme qui comporte toutes les notes du système occidental et qui sont tous des demi-tons. On va compter ensemble. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, la 13e étant la même que la première. 12 sons, et on va composer une musique à partir des 12 sons qu'on va appeler dodécaphoniques, dodéca voulant dire 12. Et là, le but du jeu, eh bien, c'est d'utiliser les 12 sons mis à disposition à intervalles égaux, sans hiérarchie, sans attraction, pour éviter que l'oreille soit attirée vers un accord ou un autre et pour éviter qu'on essaye de deviner la suite. Voilà cet opus 11 de Schoenberg. Alors, on va avoir d'autres moyens utilisés, par exemple ce que l'on appelle la dissonance. Alors, en musique, on a des intervalles consonants et des intervalles dissonants qui sont très proches. Les fréquences font que ça frotte un peu à l'oreille. Et c'était assez désagréable à l'époque baroque. Et donc, on évitait. Maintenant, au lieu de l'éviter, on va l'utiliser. C'est ce que va faire Ravel, par exemple, dans ses valses nobles et sentimentales. Il utilise des accords très dissonants qu'il fait jouer ensemble. Et il écrit une musique extrêmement riche avec ça. Dans chaque pays, chaque société est différente. Et chaque société va engendrer une musique différente. On a parlé de la France, on a parlé de l'Allemagne et de l'Autriche, et on va parler maintenant de l'Europe centrale. Quelle est la particularité de l'Europe centrale? Une musique folklorique extrêmement riche, grâce au carrefour géographique qui fait que toutes les civilisations sont passées par là et ont engendré des surplus culturels, je dirais, et qui fait que les musiques se sont énormément enrichies. Bartók, eh bien, va s'intéresser à tout ça, et avec lui va naître cette nouvelle discipline qu'on appelle l'ethnomusicologie, c'est-à-dire qu'il va aller dans les campagnes, voilà Béla Bartók, qui va aller dans les campagnes avec son appareil phonographique qu'on voit ici, qui est tout récent, au tout début du XXe siècle, et il va aller enregistrer les paysans des campagnes hongroises pour récupérer leurs mélodies traditionnelles. De ces mélodies, il va en récupérer à peu près une centaine, eh bien, il va en faire, pour la plupart, son matériau de composition. Et c'est ce matériau, avec
ces modes, puisque là aussi il y a des modes particuliers pour la musique traditionnelle, avec ces gammes particulières, vont donner une syntaxe et un langage nouveau, avec en plus, pour la musique hongroise spécifiquement, quelque chose qui a un lien extrêmement étroit avec le rythme, parce qu'avec la langue hongroise a cette particularité qu'elle est accentuée sur chaque début de mot. Si je devais vous parler en hongrois, je serais obligé de vous parler comme ça, avec un accent sur chaque début de mot. La différence du français qui n'a pas d'accent tonique. Alors le hongrois, la musique va générer une musique qui est accentuée sur chaque début de phrase. Voilà pour ce Bartók, c'était une danse populaire roumaine. Toute la musique de Bartók va avoir un lien extrêmement étroit avec l'accentuation liée à la langue, le rythme et la danse et la chanson traditionnelle. Dans cette époque, cette effervescence qui se produit dans une quarantaine d'années, il y a quelque chose qui est extrêmement important pour les arts aussi, et qui va changer beaucoup les choses, c'est les progrès techniques qui vont amener des moyens de communication beaucoup plus importants. Qui dit moyens de communication dit échange culturel beaucoup plus important. On est moins tout seul dans sa campagne à ne plus connaître les autres, on a des liens avec les autres pays, avec les autres cultures, avec les autres musiques. C'est moins quelque chose d'exotique comme ça l'était à l'époque romantique et a fortiori à l'époque baroque ou classique. Ici, on s'intéresse aux autres cultures et un des plus bels exemples d'échange culturel, c'est celui des ballets russes. Les ballets russes, c'est un ballet qui est fondé en 1909 par un Russe, Diaghilev, qui est un impresario, qui est fondé à Saint-Pétersbourg, et ils vont arriver à Paris en 1911, puis s'y installer définitivement au moment de la Révolution russe. Ce ballet aime aller sur des terrains nouveaux, expérimenter de nouvelles façons de danser pour se démarquer de la façon extrêmement académique de danser de l'époque de Tchaïkovski, par exemple. Citons le Lac des Cygnes, qui est l'archétype du ballet romantique. Eh bien, il va s'intéresser à ces nouveaux musiciens, et notamment à Debussy et à Ravel, qu'il va faire connaître en France. Et surtout, il va amener dans ses bagages un jeune musicien russe qui s'appelle Igor Stravinsky et qui va écrire beaucoup de choses très très nouvelles et qui va laisser des dates à jamais gravées dans les annales de l'histoire de la musique. Et une de ces dates est celle du 29 mai 1913. Qu'est-ce qui se passe le 29 mai 1913 est créé à Paris au Théâtre des Champs-Élysées un ballet intitulé « Le Sacre du printemps ». Voilà l'idée d'Igor Stravinsky. J'entrevis dans mon imagination le spectacle d'un grand rite sacral païen, les vieux sages assis hors cercle en observant la danse à la mort d'une jeune fille qu'ils sacrifient pour leur rendre propice le dieu du printemps. Déjà, le sujet est tout à fait nouveau pour écrire un ballet, et surtout, la musique va être extrêmement nouvelle, tellement nouvelle qu'il va y avoir un scandale phénoménal et que pendant la première représentation
Plus personne n'entend la musique parce que le public crie tellement fort qu'il couvre la musique. Nijinsky, le chorégraphe, est en coulisses en train d'hurler les temps 1, 2, 3, 4, 5 aux danseurs qui n'entendent plus la musique. Stravinsky, écœuré, est parti et Diaghilev se frotte les mains en disant « Un scandale, chouette, c'est vraiment ce que je voulais ». Comment il va s'y prendre, Stravinsky, pour écrire cette musique? D'abord, il utilise des instruments à l'inverse de ce qu'on utilise habituellement. Le Sacre du printemps commence par une musique extrêmement lointaine, extrêmement douce, qui utilise un instrument à l'inverse de ses possibilités. Le basson, qui est un instrument grave, que vous connaissez sûrement, c'est celui qui fait le grand-père dans Pierre et le Loup, et c'est celui qui fait l'apprenti sorcier de Paul Dukas. C'est un instrument grave qu'il fait jouer dans l'extrême aigu, ce qui est déjà quelque chose d'assez nouveau. Et surtout, le grand génie de Stravinsky, c'est de ne composer une musique qui n'est axée pratiquement que sur le rythme. Alors comment fait-il? Il va additionner 2 accords de 400, les mettre ensemble pour pas qu'on entende un vrai accord, mais qu'on perçoive un bloc, ce qui va donner quelque chose de très bruyant. Et surtout, ces blocs répétés, à intervalles complètement irréguliers, vont mettre une musique qui ne parle plus de poésie ou de contemplation, mais plutôt de force primitive. C'est l'histoire d'un sacrifice, et il va sacrifier effectivement les accords assez subtils de la musique jusqu'à maintenant et des belles mélodies sur le rythme. C'est ici la chorégraphie de Nijinsky. Celle qui a été faite en 1913 et qui a eu qui a perturbé à ce point les gens. C'est la chorégraphie qui a été refaite pour les 100 ans du Sacre du Printemps en 2013. Ici, tout est nouveau. La façon de danser, le sujet, la musique et la façon qu'on a eue d'écrire cette musique-là. Pas étonnant que ça ait fait un scandale. Mais après le Sacre du Printemps, on n'écrit plus du tout de la musique de la même façon. Le rythme, chose extrêmement importante de la musique au XXe siècle. Alors, qui dit rythme, effectivement, nous amène, si on conjugue le rythme et les échanges culturels, à parler d'un phénomène extrêmement important. C'est qu'au tout début du XXe siècle, il se passe un phénomène aux États-Unis, dans les États du sud des États-Unis, les États esclavagistes. Eh bien, on a une musique qui naît. Les anciens esclaves noirs, à qui l'on a appris de force les cantiques chrétiens, chantent leurs souffrances en mélangeant les cantiques chrétiens avec leur rythme africain qu'ils ont toujours gardé avec eux. Et naît une musique qui prendra au début le nom de Negro Spiritual, puis de jazz. Et évidemment, les échanges font qu'on va connaître cette musique-là, et qu'un des tout premiers à s'y intéresser, c'est Debussy. Le jazz, au début, c'est quoi? C'est le ragtime.
connaissez tous ça. Eh bien, Debussy, dans cette Children's Corner, va écrire une petite pièce qu'il intitule Golliwogg's Cakewalk, et qui est un ragtime. Voilà notre Scott Joplin, inspirateur de Debussy. Pourquoi Golliwogg's Cakewalk? Le cakewalk était une danse dans les États du sud des États-Unis où lorsque le dimanche, les esclaves avaient le droit de se reposer un petit peu, ils pouvaient danser. Et s'ils avaient bien dansé, qu'ils avaient été sages, ils avaient un gâteau, cake. C'est la danse du gâteau qu'on se permettait de leur donner s'ils avaient bien dansé. Alors, ces échanges culturels vont faire que ça va générer beaucoup d'idées et beaucoup de liberté. Le goût de la liberté. Et qui dit liberté, dit sortir des codes, sortir des formes, et dit excentricité. Et le plus bel exemple, c'est évidemment Erik Satie, qui écrit cette musique, qui fait un pied de nez un peu à tout le monde, qui se moque de tout le monde. Excentrique, on ne peut pas être plus excentrique. Un jour, un critique lui reproche d'avoir une musique qui n'a pas de forme. Alors il dit d'accord, et il écrit des morceaux en forme de poire. Un autre jour, il était très embêté, il n'était pas content de lui du tout, et il a voulu se punir. Alors il a écrit une musique qui s'appelle « Vexation », qui est très étrange. Où est la punition? Eh bien, il indique sur la partition que cette musique, il faut la jouer 840 fois de suite. C'est l'excentricité qu'on découvre au XXe siècle et qui n'existait pas vraiment à l'époque romantique. Alors, on peut faire évidemment, sur le plan du langage, un parallèle avec la peinture. C'est 1812, Monet, l'impressionnisme. C'est 1907, le cubisme avec les Demoiselles d'Avignon. Et c'est 1910, l'art abstrait avec Kandinsky. On voit que le cheminement a été un peu différent, un peu semblable, pardon. Et qu'est-ce qui va se passer dans tout ce courant esthétique aussi riche qui se passe dans ces à peine 40 années? Eh bien, dans le romantisme, on pourrait dire que l'individu était au centre du monde et de la nature et reflétait et exprimait ses passions. Tout cela permettait de refléter et d'exprimer ses passions. Avec cette nouvelle conception de l'art et de la musique, l'individu est également au centre du monde et de la nature, mais celle-ci est souveraine et le compositeur ne fait qu'enregistrer et subir les impressions. Il faut considérer là un art plutôt comme un moyen de parvenir à un monde surnaturel pour nous révéler la beauté pure, pour nous révéler la vérité. Pour y parvenir, eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. Il faut laisser le champ libre, c'est le cas de le dire, à l'intuition, à l'imagination. Et il est préférable de suggérer plutôt que de décrire. Et s'il y a bien quelqu'un qui l'a extrêmement bien dit et qui avait senti ça en 1884, c'est Verlaine, qui écrit les vers, de la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. Peut-être le musicien le plus libre et le plus poète de cette époque-là, celui qui a tout changé, bien sûr, c'est Debussy. Debussy qui va s'intéresser à la poésie, évidemment, et à la liberté des poètes. Pour reprendre ces vers de Baudelaire, « Voici venir les temps où, vibrant sur sa tige, chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir. Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir, valse mélancolique et langoureux vertige. » Il va extraire le troisième vers de Baudelaire, « Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir », pour le donner comme titre à un de ses préludes pour piano. Et je voudrais qu'on termine avec ce prélude de Debussy.
Merci. Je voudrais infiniment remercier Coralie pour tous les exemples et les morceaux qu'elle vous a joués. Bravo.